Bonjour à tous. Il m'a été demandé de vous faire partager mon travail sur la recherche bibliographique par rapport aux fractures luxation du radius distal et quelle prise en charge en faire. Donc, quelques généralités au début. Il faut savoir que ce sont des lésions qui sont quand même rares, donc 2% des traumatismes de l'extrémité inférieure du radius, avec 1 à 2 cas dans l'année dans les grands centres ou dans les CHU, et très souvent on ne sait pas quoi faire. C'est très souvent dû à des traumatismes qui sont très importants, donc souvent en réanimation. Et très souvent en réanimation, lorsque l'on oublie d'examiner les poignets, cette pathologie, bien que très difficile, très grave, de façon orthopédique, passe très souvent inaperçue lors d'un polytraumatisé dans le coma. Les complications à redouter en aigu sont les compressions du nerf médian, mais surtout et aussi les lésions intracarpiennes. Et en chronique, les pathologies qui vont nous embêter, ce sont la translation ulnaire du quart et l'arthrose intracarpienne. Quand on tape sur PubMed radiocarpal fracture dislocation, nous avons 131 résultats. Donc, c'est peu d'articles, mais surtout beaucoup de case reports. Et selon certains, il y a eu seulement quelques centaines de cas qui ont été décrits dans la littérature, selon certains auteurs. Donc, nous allons voir l'anatomie du poignet. L'anatomie ligamentaire du poignet est une anatomie parfaite et très complexe, avec des ligaments intrinsèques et extrinsèques. Il y a environ une vingtaine de ligaments qui ont été décrits, et nous allons les voir un par un. Donc, nous allons commencer par le ligament radioscapholulaire, ligament testu, qui est un porte-lame du scapholulaire et qui, non, c'était une blague, je ne vais pas vous faire les 20, c'était juste pour capter un petit peu votre attention. Et je vais vous simplifier un petit peu l'anatomie ligamentaire du poignet. Lorsque l'on regarde à gauche, c'est un poignet vu de face dorsale, car on peut voir le tubercule de Lister. Il faut se dire que l'anatomie du poignet, de toute façon, que ce soit en palmaire ou en dorsale, c'est une question de V. Et donc là, quand on regarde dans la face dorsale, c'est un V couché. Et effectivement, ce V, qui est la réunion entre deux ligaments qui sont très importants, mais on ne va pas s'étaler dessus, c'est un ligament qui va s'ouvrir lorsqu'on fait une inclinaison ulnaire et qui va se fermer lorsqu'on fait une inclinaison radiale. Au niveau palmaire, et c'est là où ça va nous intéresser pour ces fractures luxation, il s'agit toujours de V, mais ce sont deux V qui vont venir s'intriquer en vert et en rouge, comme vous pouvez voir ici. Et donc, vous avez cette partie, la moitié radiale, qui vont représenter les ligaments radiocarpiens et les ligaments ulnocarpiens sur la partie ulnaire médiane. Donc là, en fait, vous remarquez bien que les ligaments radiocarpiens se mettent effectivement sur la styloïde radiale et l'ulnocarpien au niveau de l'épiphyse ulnaire. Ulnocarpien, pardon, au niveau de l'épiphyse ulnaire. Et vous remarquez que le triangle rouge ici va permettre de stabiliser et de faire bouger la première rangée des os du quart, alors que le ligament vert, ce sera pour la seconde. Une fois qu'on a compris cette anatomie, on peut avancer. Et on peut avancer en regardant bien cette classification. Et cette classification a été décrite par Dumontier et il regroupe cette pathologie en deux types. Les premiers types, ce sont les luxations pures. Et donc, comme vous pouvez voir ici, c'est une luxation pure sans fracture. Et si l'on redessine nos ligaments radio- et ulnocarpiens antérieurs, on peut deviner ici que du fait du traumatisme, les ligaments au moins radiocarpiens sont déchirés de façon systématique et les ligaments ulnocarpiens sont parfois conservés, mais très souvent aussi déchirés. Par contre, lorsqu'on regarde les types 2, qui correspondent aux fractures luxation, on peut s'apercevoir sur cette radiographie du coup qu'il y a une fracture arrachement de la styloïde radiale. Et là, lorsqu'on en dessine aux ligaments, alors un petit tips pour les fractures luxation, parce que parfois elles peuvent se réduire de façon spontanée, le trait de fracture est souvent très horizontal. Donc c'est juste une petite anecdote, un petit détail à connaître. Et lorsque l'on dessine aux ligaments radiocarpiens, là, on peut voir qu'ils ne sont pas déchirés lors des fractures luxation, car le fait que la styloïde soit fracturée va permettre de conserver et de ne pas étirer ces ligaments radiocarpiens. Cela est intéressant car en fonction du type 1 ou du type 2, la prise en charge ligamentaire ne sera pas du tout la même.
Pour aller plus loin de cette classification du Montier qui n'a que deux types, Monheim décide de décrire deux autres types. Il se dit, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir s'il y a présence ou non de lésions intracarpiennes. Et lors des types 1, nous n'avons pas de lésions intracarpiennes. Par contre, les types 2, il y en a. Les lésions intracarpiennes qu'on peut avoir sont les ruptures du scapho lunaire, des lunotriquétrales, les fractures du scaphoïde et les dissociations périlunaires du cara. Lorsque l'on regarde cette radiographie que je vous ai mise ici, on peut se dire, tiens, c'est un Dumontier type 1. Cependant, lorsque l'on regarde bien, on peut voir qu'il y a un espace lunotriquétral qui est quand même important, c'est un diastasis. Et donc, il y a très probablement une rupture du ligament lunotriquétral, même s'il est très résistant. Et donc, cette rupture a nécessité du coup de brocher de façon lunotriquétrale pour permettre la cicatrisation de ce ligament. Et vous remarquerez aussi que les auteurs ont choisi de faire une arthrolyse radiolunaire et radioscaphoïdienne. Ça, c'est une petite diapo pour vous dire de toujours penser aux translations lunaires du cas qui se mesurent avec l'indice que je vous ai mis ici, en bas, à gauche. C'est l'index de Bowman, qui est cette ligne qui va de la pointe jusqu'au bout du radius et de la pointe de la styloïde jusqu'au lunatome. Et c'est ce rapport de la ligne rouge sur la ligne jaune. S'il est supérieur à 0,83, normalement, vous avez une translation lunaire du cas. Et ce qu'il faut se dire aussi sur cette radiographie, c'est qu'il y a aussi un espace scapho-lunaire qui était important, et donc du coup une rupture scapho-lunaire. Donc c'était bien un Monheim 2. Une fois qu'on a compris un petit peu ces généralités et qu'on sait de quoi on parle, on va regarder ce que disent nos confrères. Et je vais commencer par cet article Princeps qui m'a permis d'établir un petit peu ma recherche bibliographique. Et c'est un article qui a été publié en 2018 par Spiri. Il a fait un petit peu une recherche épidémiologique avec un recul de 168 mois, ce qui est énorme. Et il a découvert que sur 41 fractures luxation ou luxation pure, il se retrouvait avec 4 luxations pures et 37 fractures luxation, ce qui montre que les types 2 sont quand même beaucoup plus fréquentes que les types 1. Sur les types 1, donc les luxations pures, les 4, il y avait 4 Monheim 2, alors que sur les types 2, il y avait seulement 9 Monheim 2. Cependant, sur ces 37 fractures luxation type 2, il y avait dans 7 cas la styloïde qui était isolée, et par contre, dans 30 cas, il y avait toujours une composante marginale qui était notifiée. Les auteurs dans cette étude, les auteurs ont remarqué deux composantes pronostiques qui sont majeures. Ce sont les lésions ligamentaires intracarpiennes, donc scapho-lunaire, lunotriquétrale et tout le tralala, mais aussi les composantes marginales. Et donc, avec ces deux composantes, j'ai pu construire ma diapo et vous allez voir qu'on va regarder premièrement quelle prise en charge il faut faire au niveau ligamentaire, mais aussi au niveau de la composante articulaire marginale. Les auteurs aussi concluent de façon non significative que la réparation capsulo-ligamentaire dans les types 1, donc sans fracture, semblerait protéger de la translation lunaire du carpe, mais pas de la dégénérescence cartilagineuse, que dans les types 1, la réparation des structures capsulo-ligamentaires dorsales plus une arthrolyse radioscaphoïdienne et radiolunaire, mais il ne pense pas que ce soit nécessaire de faire un abord palmaire lors de ces types 1, mais seulement un abord dorsal, comme je vous ai dit, plus une arthrolyse. Dans les types 2, par contre, il s'accorde à dire que si la réduction de la styloïde est parfaite, il n'y a pas d'abord chirurgical nécessaire au niveau ligamentaire à réaliser. Et cela se comprend bien lorsque l'on revient sur les schémas d'anatomie que je vous ai faits. Et donc, comme je vous ai promis, là, on va regarder initialement la composante ligamentaire. Et cette composante ligamentaire, c'est celle qui sera responsable, si elle n'est maltraitée, de la translation ulnaire du carpe. On va commencer par un article de Cornu qui est publié récemment, en 2019. Et je vous ai mis cet article qui est intéressant car c'est un des seuls articles qui, sur 14 patients, ne traite ces luxations pures, donc ces types 1, sans réaliser de suture ligamentaire, que ce soit dorsale ou palmaire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait sur ces 14 luxations radiocarpiennes 6 fixateurs externes et 8 manchettes.
Et ils ont eu de très bons résultats car ils ont eu dans leur série 0 translation ulnaire du carpe, mais 6 arthroses radiocarpiennes se sont formées. Ils disent dans leur discussion du coup que c'est quand même assez difficile de conclure sur une prise en charge optimale, sachant que les résultats sont vraiment hyper variables selon les différentes techniques, allant de 11 à 83% dans la littérature. Ils énoncent un petit peu la prise en charge des autres auteurs, comme Dumontier, qui est celui qui est un de ceux qui a le plus publié concernant les fractures luxation radiocarpienne, qui lui recommande un abord palmaire et dorsal, plus une arthrolyse, donc de façon assez invasive. Yuan, lui, a réalisé avec son équipe 13 sutures palmaires, mais eux se sont soldés avec 3 translations ulnaires du carpe. Spiri, comme on l'a vu, lui suggère de faire uniquement un abord dorsal. Tout cela pour dire qu'il y a un gros micmac concernant les types 1 et que personne ne sait trop quoi faire sur cette prise en charge ligamentaire. Par contre, sur les types 2, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a aucune suture ligamentaire à réaliser, si la réduction est optimale évidemment. Je vous ai mis un article un peu vieux de Philippe Hardy en 1999. C'est un case report, mais c'est un case report qui est intéressant dans sa logique de comprendre cette pathologie. Et donc, c'est Philippe Hardy avec son équipe qui reçoivent aux urgences une luxation type 1, du coup. Ils réduisent et ils font des radiodynamiques au bloc avec des testings en inclinaison ulnaire. Et ils ne trouvent rien. Ils disent, bon, c'est à peu près stable. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon, on va quand même jeter un coup d'œil arthroscopique dès J1 avant de arthroriser le poignet. Et donc, sur leur arthroscopie HJ1, ils se sont aperçus qu'ils avaient une avulsion du TFCC sur le versant radial et une destruction complète de tous les ligaments extrinsèques radiocarpiens. Cependant, il n'y avait pas de lésion intracarpienne et ils notifient bien que le scapholinaire était d'allure normale. Ils arthrorisent en faisant une arthrorise radiocarpienne et à 2 mois, lorsqu'ils enlèvent l'arthrorise, ils se disent on va quand même rejeter un coup d'œil juste pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucune cicatrisation des ligaments, sauf pour le TFCC. Et ils se sont même aperçus qu'il y avait une rupture secondaire du SL. Au long terme, leur patient a quand même eu un très bon résultat clinique et il ne présentait pas de douleur. Et à l'examen clinique, il n'y avait aucune laxité et sur les radiographies, aucune translation ulnaire du carpe. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y avait aucune translation ulnaire du carpe, malgré le fait qu'aucun des ligaments extrinsèques n'est cicatrisé. Damani, lui, pour finir sur la prise en charge ligamentaire, a publié en 2013 son étude à propos de 9 cas et il rappelle qu'il y a quand même peu de travaux qui ont été réalisés et que les cohortes sont de maximum 10 cas, donc à l'époque en 2013. Et donc c'est une pathologie qui est rare et difficile de faire des recommandations dessus et des prises en charge. Donc, il rappelle aussi que les traitements sont hyper variables dans la littérature, entre les traitements chirurgicaux et les traitements orthopédiques aussi. Mais il s'accorde à dire que eux, ce qu'ils font, c'est qu'après un brochage stylo-radial, donc dans les types 2, s'il y a une instabilité radiocarpienne en péropératoire, ils réalisent un brochage radiocarpien, donc une arthrorise, pour éviter une translation ulnaire du carpe. Ils ajoutent aussi quelques facteurs pronostiques que je vous ai mis en dessous et qui jouent le pronostic en fonction sur ces fractures-là. Une fois maintenant la composante articulaire une fois la composante ligamentaire que je vous ai décrit, vous pouvez constater quand même que personne ne sait quoi faire réellement sur la prise en charge ligamentaire. Et on va voir un article très intéressant sur la composante articulaire qui, elle, sera la responsable d'une arthrose carpienne, radiocarpienne ou autre. Et donc, cet article est très intéressant qui a été publié très récemment, en 2020, dans la JHSE par Biondi. Et c'est Biondi et son équipe qui se sont dit, à chaque fois qu'il y a des fractures luxation, très souvent, il y a une composante marginale, comme je vous avais vu dans l'article de Spiri, où il y avait sur 37 cas, il y avait quand même 30 cas avec une marginale. Et ils se sont dit, il faut trouver une nouvelle classification si la fracture articulaire est complexe. Pour rappel, Madoff, en 2005, décompose le radius en 5 éléments
Le premier élément est la styloïde radiale qui est très souvent et qui est quasiment toujours arrachée dans les types 2. Le mur postérieur que vous connaissez bien et qui peut très souvent être arraché du fait de la bascule postérieure, donc par impaction notamment du carpe. Le volarime qui est un véritable challenge d'ostéosynthèse lorsque les plaques dépassent la watershed line et donc du coup qu'il faudra absolument bien appliquer et, la plaque pour pouvoir faire une réduction très correcte. Le pavé dorso-ulnaire qui sera très 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 rarement, voire jamais concerné lors des fractures luxation radiocarpienne. Et en dernier lieu, l'impaction articulaire, le pavé central, qui lui représente un véritable challenge thérapeutique lorsque il faut faire sa réduction, qui peut se faire soit par abord dorsal, soit par technique arthroscopique. Et donc, ils décrivent leur classification à eux. Donc, le type 1, c'est une luxation pure, comme l'aide du Montier. Pour les types 2A, c'est une fracture luxation postérieure avec une impaction postérieure du mur postérieur, comme vous le voyez, qui est assez gros pour pouvoir être ostéosynthésé par une plaque spécifique en abordant de façon postérieure. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Pour les 2B, c'est comme les 2A, sauf qu'on a aussi un pavé central qui s'est mis en place et qu'il faudrait réduire avec une plaque postérieure pareille et qu'il faudra réduire avec une plaque postérieure. Les types 3, ce sont des fractures avec les fractures de la styloïde, mais au niveau du volarime, donc en antérieur, vous avez un arrachement par les ligaments radiolunaires courts et longs et qui vont arracher un gros morceau de la volarime qui sera ostéosynthésable et la bascule du carpe en postérieur va faire un petit arrachement au niveau du mur postérieur, mais qui lui ne sera pas ostéosynthésable et même si on ne l'ostéosynthèse pas, même s'il est légèrement plus gros que celui-là, généralement, s'il n'est pas ostéosynthésé, il n'y a pas de manque de support osseux articulaire pour l'articulation radiocarpienne. Et le type 4, c'est lorsqu'on a tout qui est composé, donc le volarime, l'impaction centrale, le mur postérieur, la styloïde, tutti quanti. Et donc ça, c'est une grosse diapo, mais on va revenir très vite dessus. C'est juste pour vous dire, ce que j'ai déjà quasiment tout dit, mais c'est juste pour vous rappeler que du coup, pour les types 1, donc les luxations, l'auteur propose de réaliser 2 ancres sur la capsule antérieure et un brochage radiolunaire s'il y a une instabilité résiduelle après l'ancrage. Donc en péropératoire, ils testent. S'ils font un ancrage, ils testent. Et si c'est encore instable, ils font un brochage. Pour les types 2, donc c'est les fractures de la styloïde avec une impaction du mur postérieur. Pour les types 2A, il faut fixer la styloïde par 2 vis et rajouter une plaque spécifique en postérieur. Et pour les 2B, c'est lorsqu'il y a aussi un die punch, donc un enfoncement du pavé central articulaire. Il faut absolument réduire ce fragment soit par arthroscopie, soit par abord dorsal, puis une plaque spécifique postérieure pour verrouiller et ostéosynthéser ce pavé dorsal du mur postérieur et aussi ce pavé central. Pour les types 3, c'est lorsque la volarime a été arrachée par la capsule antérieure. Comme je vous ai expliqué, ce sont des fractures qui représentent des challenges d'ostéosynthèse, car lorsqu'ils sont au-delà de la watershed line, car ils entraînent énormément de conflits, et il faut des plaques absolument spécifiques, car les plaques standards ne permettent pas de ponter la fracture au-delà de la watershed line. Et donc, voilà. Pour les types 4, eh ben, il faut faire une approche palmaire et dorsale avec des plaques spécifiques. Et donc, Biondi a quand même analysé 63 patients, ce qui est la plus grosse cohorte qui est connue, et conclut de façon significative que pour leur type 1 à 3 avec leur prise en charge, ils ont quand même de très bons résultats cliniques. Par contre, pour les types 4, et on pouvait s'y attendre, les résultats sont quand même beaucoup moins favorables, mais on peut s'y attendre, comme je vous ai dit, à cause de la congruence articulaire qui peut être quand même difficile à restaurer parfaitement. Donc, on peut conclure quand même que l'intégrité articulaire de l'extrémité inférieure du radius est un facteur pronostic majeur sur l'arthrose radiocarpienne et sur les résultats cliniques de nos patients. Et donc maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, je vais vous proposer une prise en charge, la prise en charge que l'on peut se recommander lorsqu'on a ce type de traumatisme. Et donc, tout commence déjà par une réduction au bloc opératoire. Et
Pardon. Et ensuite, on va jeter un coup d'œil en arthroscopie lorsqu'on sait le maîtriser, évidemment. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Faire un coup d'œil d'arthroscopie va nous permettre de voir un petit peu les lésions ligamentaires intracarpiennes, donc le scapholinaire et compagnie, qui peuvent être passées inaperçues ou alors négligées, mais aussi de voir un petit peu l'état de la de l'articulation du radius distal pour voir s'il y a des fragments et des marches d'escalier à réduire. Donc, l'arthroscopie va nous permettre de faire des réparations des lésions intracarpiennes et du radius. Et ensuite, on passe aux luxations type 1, donc des luxations pures du Montier type 1. Et donc, ce qu'on peut quand même proposer, c'est un embrochage radiocarpien, mais aussi, il faut réaliser un abord dorsal pour une suture capsulaire avec plus ou moins une plaque spécifique. Il y a un tout petit bout du mur postérieur qui est arraché. Donc, pour les types 1, on fait une arthroryse radiocarpienne, peu importe RS, RL, comme vous voulez. Il n'y a rien qui a été démontré, mais un abord dorsal semble nécessaire. Pour les types 2, donc pareil, un coup d'œil arthroscopique pour les mêmes raisons nécessaires, mais pour les Dumontier type 2, il y a une fracture. Et donc, il faut quand même ostéosynthéser cette fracture d'abord. Pour les types, dans les Dumontier type 2, il peut y avoir plusieurs types de fractures. On a vu avec les Biondi, mais dans la classification de Biondi, ils ne prennent pas en charge lorsqu'il y a une fracture isolée de la styloïde. Et lorsqu'on a une fracture isolée de la styloïde, on peut réaliser soit un vissage unique, soit un double vissage. Ça dépend des préférences des centres. Et lorsque la fracture de la styloïde est tricominutive, on peut mettre des plaques latérales spécifiques. Lors des Biondi type 2A ou 2B, c'est lorsque, du coup, je vous rappelle, on a pour les 2A une impaction du mur postérieur et pour les 2B, c'est pareil, mais avec un enfoncement central. Ce qui est proposé par Biondi et avec des bons résultats, c'est de faire un vissage soit unique, soit double, avec une plaque spécifique postérieure et une réduction, évidemment, des fragments nécessaires, surtout lorsqu'on a un 2B avec un enfoncement central. Du coup. Donc, une plaque est juste un abord postérieur et un vissage de la styloïde. Pour les types 3, c'est lorsqu'on a une fracture arrachement du volar rime, donc une fracture arrachement antérieure. Et donc, du coup, l'abord dorsal ne sera pas nécessaire. Cependant, il faudra faire un abord antérieur et mettre ces petites plaques spécifiques qui vont permettre de ponter la fracture au-delà de la watershed line et de ne pas entraîner de conflits tendineux. Et associé à ça, il faudra aussi ostéosynthéser la styloïde qui sera ostéosynthésée par soit une vis, soit deux. Et pour les types 4, comme je vous ai dit, il faut réaliser des vissages avec des abords antérieurs et postérieurs. Et là, il n'y a pas d'abord de la styloïde, mais si elle n'est pas bien réduite, il faudra rajouter un vissage associé à ces plaques antérieures et postérieures spécifiques. Et une fois qu'on a ça, on dit, OK, on a résolu le problème de la fracture, mais au niveau ligamentaire, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce qu'on peut réaliser, c'est un testing opératoire. On regarde, on fait des mouvements de flexion, on regarde si ça tient. Et deux solutions s'offrent à nous. Si le poignet est stable après la réduction de la fracture, on peut aller à la bonne mère et prier pour espérer que tout aille bien. Par contre, si c'est instable, donc, on peut réaliser un embrochage radiocarpien de sécurité pour essayer de permettre à ces ligaments de cicatriser. Et si c'est extrêmement instable, on peut y associer aussi une suture capsulaire antérieure par un abord antérieur. Mais cela ne nous empêche pas quand même d'aller à la bonne mère prier. Et en plus, il fait très beau là-bas. Pour conclure sur ces discussions, je n'ai pas pu apporter de réponse à ces deux points que je vous ai mis ici. C'est notamment le premier point, c'est sur l'analyse de la prise en charge ligamentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un abord palmaire? Est-ce qu'il faut faire un abord dorsal? Ou les deux? Alors que la prise en charge osseuse a l'air plutôt bien codifiée, avec des cohortes qui sont quand même importantes, avec des bons reculs, et les auteurs tendent à s'accorder tous pour les différentes techniques d'ostéosynthèse. Alors qu'au niveau des ligaments dans les types 1, personne ne sait quoi faire. Un abord palmaire, dorsal. Est-ce qu'il faut mettre des encres? Est-ce qu'il faut faire de ligamentoplastie en aigu? Personne. Et je n'ai pas pu trouver de réponse dans la littérature. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une miniaturisation des techniques
notamment pour la suture de la capsule antérieure, surtout avec l'avènement de nouveaux outils qui peuvent nous être utiles, comme l'écochirurgie, même si pour l'instant, je ne pense pas que l'écochirurgie nous permette encore pour l'instant de réaliser de sutures capsulaires antérieures ou de sutures ligamentaires postérieures. Par contre, de façon plus réaliste, l'arthroscopie pourra peut-être nous aider à faire des sutures capsulaires antérieures sans ouvrir la capsule, car vous le savez, lorsque l'on aborde la capsule en antérieur, on a un risque énorme d'être très enraidissant, que ce soit un abord postérieur ou antérieur au niveau de la capsule. Donc, ne pas forcément l'ouvrir, ce serait peut-être mieux, et notamment, c'est pour ça que l'arthroscopie pourrait nous être une bonne arme. Voilà, j'ai fini avec cette présentation. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions et à solliciter le service du professeur Fleischer, que je remercie de m'avoir trouvé ce travail de recherche bibliographique. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez quelques suggestions et quelques informations. Je suis friand à toute remarque et je vous souhaite à tous une bonne soirée.